Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur l'aspect technologique. Donc, on entend maintenant beaucoup dans la profession juridique ou dans différents milieux comment la technologie va perturber ou va même améliorer ou changer beaucoup de choses. Et on a deux panélistes aujourd'hui avec nous pour nous parler de certaines de ces technologies et comment on devrait les considérer pour contribuer à l'accès à la justice et notamment en français. Donc, nos deux panélistes sont Maître Noël Corriveau, qui est gestionnaire de intelligence artificielle et données à Omnia AI chez Deloitte, et puis Maître Alexandre Désy, qui est cofondateur de On Règle Legalhood. Et les deux sont aussi enseignants praticiens au programme de pratique de droit. Donc, sans plus tarder, je vais passer le micro à Maître Corriveau pour débuter. Excellent. Merci beaucoup, Christiane, pour m'avoir invité et merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Alors, cette thématique m'est très près du cœur. Je suis vraiment intéressé dans cette question. J'ai des problèmes technologiques, alors je parle au téléphone aujourd'hui. Alors, vous allez voir que j'ai mon téléphone ici. Alors, moi, principalement, ma pratique est axée sur donner des avis juridiques, éthiques et stratégiques pour des compagnies qui veulent innover. Alors, d'habitude, qui utilisent comme l'intelligence artificielle ou d'autres emplois des données un peu plus émergentes. Et puis, j'ai œuvré dans beaucoup de secteurs, mais j'ai aussi travaillé avec des ministères de la Justice, avec des tribunaux ici au Canada et à l'international. Et je veux vous parler un peu de ce qu'on voit. Parce que souvent, la discussion dans le secteur de justice commence vraiment avec qu'est-ce que les autres font? Alors, c'est dans le début de cette transformation-là. Alors, je pensais que ce serait intéressant en 3 temps de vous parler un peu de c'est quoi les moteurs qui encouragent les différentes organisations de justice d'innover. Je vais vous montrer un peu des genres d'applications qu'on voit autour du monde dans le continuum des services juridiques. Puis après, je vais vous parler un peu des meilleures pratiques de ce qu'on entend des clients quand ils ont commencé à entamer ce cheminement-là. Alors, ça va être très court, alors je vais essayer de condenser le matériel, mais par la suite de nos 2 présentations, je suis certainement ouvert à des questions puis pousser la discussion un peu plus loin. Alors, sur ce, Christiane, si tu peux juste mettre la première diapositive là. Alors, full screen. Parfait. Alors, à travers tous les secteurs, toutes les différentes facettes du secteur de la justice, il y a vraiment des points communs des moteurs. Alors, comme j'ai dit, ces clients-ci dont je vais parler en abstrait ne sont pas nécessairement juste de l'Amérique du Nord. Alors, il y a aussi des différentes juridictions, différents cadres réglementaires, différentes valeurs juridiques. Mais néanmoins, on voit que ces 4 moteurs-là sont constants. Puis je dirais que le premier, le vrai driver, c'est vraiment cette question d'améliorer l'accès à la justice. Il y a vraiment un genre de séparation maintenant des attentes que les citoyens, les clients ont avec la façon dont ils interagissent avec le système judiciaire, avec même les praticiens de droit qui nécessitent vraiment des fois une réévaluation assez profonde de comment est-ce qu'on peut vraiment avoir le client, le citoyen au centre de nos services, puis on voit que ces attentes-là de nouvelles façons de travailler, des plateformes, nouvel accès à l'information juridique, la façon dont ils reçoivent les services sont vraiment à la tête, chef des considérations. Il y a évidemment la réduction des coûts. Souvent, les pratiques juridiques sont très perçues comme transactionnelles, comme tu réponds la même question comme 100 000 fois. Et alors, il y a beaucoup de coûts à des services qui peuvent être réduits si on revoit un peu le modèle d'affaires pour voir comment est-ce qu'on peut trouver certaines efficiences et une nouvelle façon de travailler. Encore, ça se rattache avec la productivité des avocats. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle en anglais des legacy systems dans les cabinets juridiques ainsi que dans les cours. Puis, on a comme inhéré une infrastructure qui est très désuète, qui crée beaucoup d'embûches dans la façon dont on peut optimiser nos services. Et puis là, la grande ici, qui est très intéressante, surtout dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est un peu nouveau, ces 3 autres-là, ça fait un certain montant de temps qu'on en parle, mais celle-ci, l'amélioration de la prise de décision est vraiment l'innovation de l'heure. Alors, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut, à la source, trouver des nouvelles façons de donner des avis, de faire nos analyses juridiques. En grande partie, le droit, c'est une activité qui regarde en arrière dans une base
de données de faits, dans des livres ou n'importe quoi. Puis là, on essaie de faire des similitudes avec ces faits-là, avec un cas actuel, pour en faire une prédiction. Ça, c'est vraiment une activité qui est très bien placée pour des nouvelles technologies. Alors, comme fondamentalement, l'activité du juriste, c'est une composante qui semble être possible de supplémenter par des nouvelles approches technologiques pour supporter nos décisions. Alors, ça, c'est vraiment des moteurs. Puis c'est commun, puis je pense que ça devrait résonner en part avec vous, mais je suis ouvert à voir si vous avez des questions, des opinions là-dessus, mais ça, c'est qu'est-ce qu'on voit vraiment comme les key drivers dans le secteur de la justice. Alors là, si on passe à la prochaine diapo, ce qu'on a fait, comme je disais, nos clients, la première question, surtout juridique, c'est pas la même chose dans les autres secteurs, mais comme le secteur médical va dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Alors, tout de suite dans les solutions, mais la pratique juridique, souvent, ils veulent juste savoir ce que les autres font au prime abord. Alors, ce qu'on a fait ici, alors ça, c'est toutes des applications en bas du continuum qui sont réelles, qui sont implémentées, qui sont en pratique. Je ne vais pas passer à travers ces devant vous, vous pouvez un peu regarder, mais ce qui ressort ici, c'est qu'il y a vraiment des opportunités dans tout le continuum juridique. Alors, on est vraiment dans une phase dans notre évolution où on peut vraiment percer dans plusieurs facettes de notre pratique. Alors, c'est dès le début où on voit à la gauche ultime comment est-ce que les citoyens peuvent interagir, ou nos clients peuvent interagir avec la justice. Alors, il y a vraiment des opportunités là en termes d'assistants virtuels, des guided pathways, comme tous pour vraiment comme démystifier un peu les processus, comment est-ce qu'on peut obtenir de l'information, comment est-ce qu'on peut réduire le montant de friction à l'information juridique. Il y en a beaucoup là. Tout ce qui porte sur l'administration. Alors, ici, c'est beaucoup avec nos clients, les tribunaux et les choses comme ça, juste en termes de case management system. On a vu des applications vraiment intéressantes qui font des triages de risques. Pour être capable de donner à certains juges certains dossiers. Alors, tout peut se faire de façon un peu automatisée avec des systèmes qui peuvent un peu lire les documents, faire la première lecture. Alors, le système verrait que, OK, voici le genre de droit, voici le genre de risque que j'attribue à ce genre de dossier-là, puis alors je vais l'envoyer à cette personne-ci ou cette équipe-ci. Alors, beaucoup qui se passe dans tout ce qui se passe dans le back-office, dans l'administration. Puis là, quand on bouge la ligne, là, on vient de plus en plus près au service comme tel. Alors, tout ce qui est au préalable, la médiation, je sais que mon collègue ici va en parler beaucoup plus sur les règlements des les genres de technologies qui peuvent supporter, mais il y a toute une panoplie. Là. Moi, je dirais qu'en Amérique du Nord et puis en Angleterre, on est pas mal fort ici. Il y a des innovations très intéressantes au Canada dans ça, comme en Colombie-Britannique, ils ont fait des systèmes vraiment intéressants que je vais essayer de parler peut-être un peu plus tard dans cette présentation, mais il y en a beaucoup ici. Mais là, quand on va à la droite, là, on arrive dans une zone très intéressante qui devient très rapidement dans des discussions de valeurs et dans des discussions de comme qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, où on est dans l'espace d'avoir des systèmes qui sont vraiment en position de soit rendre des décisions, donner des avis juridiques ou vraiment faire des analyses assez poussées. Alors, comme ici, on a des règles assez fortes qui nous empêchent d'avoir des systèmes comme ça en vigueur, mais ça, c'est pas comme ça dans le monde, dans son ensemble. Un de mes clients était au Moyen-Orient. J'ai avisé un ministre de la Justice au Moyen-Orient sur des opportunités. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'eux autres, ils étaient très intéressés dans la question d'automatiser en partie certaines fonctions judiciaires. Et puis, le rationnel dans leur désir d'innovation dans ce cas-là, c'était parce qu'il y avait beaucoup de corruption dans le judiciaire. Il y avait aussi une très forte perception de corruption dans leur système judiciaire. Alors là, ils sont penchés sur la question et dire, pour adresser cette problématique-là, est-ce qu'on pourrait créer des systèmes experts, sans des technologies émergentes, pour faire ces décisions-là, mais mettre à l'ouvert toutes les variables derrière ces décisions-là. Voici les genres de choses que le système considère, voici les différents weights et les attributs durant ces différents facteurs-là. Puis si ces genres de choses... Est-ce que vous m'attendez?
Oui, oui. Donc, je vais OK. repartager mon Pardon, écran. désolé. Alors, je ne sais pas trop quand exactement j'ai coupé, mais tout ça pour dire que il y a certainement des opportunités à travers le continuum, mais il faut certainement prendre en considération les réalités de l'environ. Alors, je vais passer à la prochaine rapidement parce que je pense qu'il me reste peut-être 3-4 minutes, mais je vais juste parler un peu des considérations communes et les meilleures pratiques qu'on voit. Alors, j'en ai choisi 6 ici, mais je veux dire, chacun sont un peu plus complexes que ça. Mais je dirais que la première chose, puis c'est là où ça se rattache un peu peut-être avec les opportunités dans le français particulièrement, mais ça commence avec les données. Souvent, même avant que tu peux aller très loin dans ce processus-ci, il faut vraiment se poser sur quelles sont les données qui sont disponibles. Et puis, il y a un mouvement tout de suite au Canada et en Angleterre, avec des organismes comme le Legal Innovation Data Institute, qui veulent vraiment pousser l'accès à l'information en masse, ce qu'on appelle bulk legal information, pour être justement capable d'encourager des compagnies à être capables de faire des explorations, essayer de créer des proof of concepts. Alors, moi, je recommande toujours comme cette idée de ouvrir l'information le plus possible. Alors, tant du niveau des tribunaux que même des cabinets, n'importe qui. Mais le plus qu'on peut pousser l'accès à l'information en vrac, en gros, le plus c'est possible de faire des innovations. Alors, surtout les francophones qui sont chefs de file, innovateurs, pousser l'information juridique en français, c'est très important et essentiel. C'est une condition pour les innovations plus sophistiquées. Mais le flip side de ça, puis ça c'est l'autre à la droite ici, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de données. Alors, comme surtout dans le cadre juridique, beaucoup des innovations qu'on voit tout de suite, c'est vraiment juste ce qu'on appelle des systèmes experts. Alors, imagine que tu es en train de faire un map de toutes les possibilités, puis dépendant de où tu es dans les possibilités, il y a certains triggers qui arrivent, soit des documents, soit de l'information. Alors, l'idée de juste créer ce qu'on appelle des knowledge maps a beaucoup de valeur. Alors, en Colombie-Britannique, le CRT, c'est ça qu'ils ont fait. C'était vraiment un système de mode de règlement différent qui n'avait pas de données, mais qui avait juste pris des compétences et l'expertise des avocats et les a mis sur une plateforme qu'un usager pourrait naviguer. Alors, s'il n'y a pas de données, ce n'est pas comme fatal nécessairement, surtout sur le cadre juridique, parce que beaucoup peut être fait sur les expert systems. C'est vraiment l'opportunité des avocats de se délasser de leur expertise d'une façon, puis de mettre dans un cadre qui peut être par la suite puisé de façon plus systémique. Alors, mais pensez aux données, mais pensez aussi qu'il y a des façons d'expertise. Il y a beaucoup de nécessité dans ce domaine de penser aux usagers, OK? Being client-centered. Moi, j'ai vu des innovations qui ont été faites évidemment par des avocats, pour des avocats, mais si vous ne mettez pas le client au centre, vous allez manquer. Alors, il faut vraiment prendre le temps pour vraiment mettre le client au centre de toutes les discussions, puis très rapidement, parce que sinon, ça va juste faire un course correction. Puis j'ai vu des projets perdre à cause qu'ils ont juste vraiment pensé à ça trop tard dans le projet. Puis encore, le flip side de consultation des citoyens, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire à l'intérieur de la communauté. La pratique juridique, c'est une atmosphère assez résistante au changement. Alors, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts sur comment mobiliser les gens très de bonne heure, parler de pourquoi, les raisons, utiliser un peu comme la technique que j'ai aujourd'hui, montrer ce que les autres font, vraiment pour essayer de démystifier ces solutions-là d'une façon qui devienne un peu plus palatable, qui peut être plus facilement acceptée par la communauté juriste. Il y a beaucoup de considérations en termes de politique et processus. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais ça, c'est très important. Il y a des cadres réglementaires émergents tout de suite. Il y a beaucoup de principes, de frameworks. Alors, il faut vraiment encadrer ces applications-là très tôt. Et puis souvent, juste le cadre de la vie privée n'est pas suffisant. Il faut vraiment créer toutes les autres balises autour des considérations.
pour que ce soit responsable et juridiquement défensible ultimement en bout de ligne. Et puis là, le dernier que j'aime beaucoup, puis ça c'est vraiment une opportunité par les facultés de droit culturelles, mais il y a un problème de ratio entre les développeurs et les juristes compétents à travailler avec eux pour ces développements-là. J'ai vu des applications. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, les développeurs, puis le manque de juristes compétents en termes de compréhension de technologie, puis là, ça crée des graves problèmes. Les développeurs travaillent soit sans des avis importants, ou ils manquent la marque complètement, et puis là, où les juristes qui n'ont pas suffisamment de compréhension, ne peuvent pas donner assez de direction, partager la vision, comprendre comment ces principes-là ou ces activités-là se traduisent dans des technologies. Alors, c'est vraiment essentiel de réaliser qu'une grande part de ce succès-là, c'est dans une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir des problèmes juridiques qui sont vraiment axés sur les données. Alors, moi, je trouve que cette dernière boîte-là, c'est vraiment une opportunité importante à encourager tous les nouveaux avocats dans les facultés de droit d'encourager cette nouvelle perspective pour qu'on puisse continuer à voir les gains que les nouvelles technologies peuvent apporter au secteur juridique. Alors, je vais arrêter là et j'espère que je n'ai pas trop pris de temps, Christiane, mais je vous remercie. Puis, si y a d'autres questions, je suis disponible par la suite. Non, c'est beau, c'était excellent. Donc, merci beaucoup, Maître Corriveau. Je vais partager maintenant la présentation ou non, ça marche. Parfait. Donc, Maître Désy. Voilà, le micro. Parfait, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bien, parfait. Donc, merci Noël. J'ai beaucoup aimé ta présentation, puis je vais en parler tout de suite juste parce que si tout le monde ici peut se rappeler de deux choses, là, et puis Noël en a parlé, c'est de mettre le client au centre des développements et de l'innovation. Ça a l'air théorique, ça a l'air des belles paroles, mais je peux vous le dire, là, moi qui ai développé de la technologie, tout ça, j'ai fait l'erreur. Au début, j'ai développé certaines innovations, on peut dire, et j'en avais pas parlé au client, je n'avais pas mis le client au centre de ces développements-là, je n'avais pas été chercher le data pour valider si le client en voulait de ça. Et puis mes premiers produits chez OnRègle ont été des flops monumentaux. La deuxième raison pourquoi les produits chez OnRègle, les premiers ont été des flops, c'était moi. Le problème, c'était que je n'étais pas un avocat compétent pour développer de la technologie. Comme Noël l'a mentionné, c'est ce ratio-là de gens qui connaissent le droit et qui connaissent la technologie. En effet, là, maintenant, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai appris. On a pivoté et puis on a développé des produits que les clients veulent. On va chercher le data, on parle à nos clients, on fait des sondages, on développe uniquement ce que le client il veut. Et maintenant, je pense que je suis rendu compétent pour développer de la tech, mais c'est deux choses qui sont très importantes que Noël a mentionnées et je voulais juste remettre l'emphase là-dessus. Je vais en parler aussi. Donc, je vais vous parler un peu d'OnRègle. Qu'est-ce qu'on fait chez OnRègle? On développe des services en ligne pour monsieur, madame, tout le monde pour régler leurs problèmes de tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous êtes un plombier, quelqu'un vous doit 5 000 $, il ne vous paye pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez engager un avocat pour 5 000 $? Probablement qu'au bout du compte, ça va vous coûter plus que 5 000 $, mais vous ne connaissez rien là-dedans. Fait qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pris. Donc, nous, on traite, c'est les problèmes de tous les jours. Donc, c'est 80-90 % des problèmes, quand on parle de volume de problèmes que les gens peuvent avoir. C'est des gens qui sont délaissés par le système de justice actuellement ou par l'industrie des avocats. C'est des gens où le système coûte trop cher, les avocats coûtent trop cher. Donc, c'est des gens qui, ou bien on laisse faire, ou bien on se débrouille tout seul, ou bien, dans la plupart des cas, ils vont laisser faire, ou bien non, souvent, ils ne vont même pas savoir qu'ils ont un droit ou qu'ils peuvent se défendre. Donc, je vais parler une dizaine de minutes et puis l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment un panel. Donc,
je vous invite à prendre des notes, prendre vos crayons, prendre des notes pour nous poser des questions par après, parce qu'on va avoir un petit moment pour se poser des questions. Donc, le problème numéro 1, j'en ai parlé un peu, c'est depuis toujours, l'avocat est en haut d'une pyramide et peut-être même les tribunaux et les universités sont en haut d'une pyramide qui vont donner l'information, donner les conseils. Le client est en bas de la pyramide, il reçoit l'information et en bon français, il n'y a pas vraiment son mot à dire. L'avocat, il va dire à son client, fais ci, fais ça, un peu comme les médecins dans le temps, tu prends ta pilule, tu rentres chez toi, puis that's it. Mais c'est une manière de réfléchir où les avocats, on se dit, ben nous, on connaît ça, le client ne connaît pas ça, on va lui dire quoi faire, on va lui dire c'est telle procédure, c'est telle chose. Et voilà. Cette façon-là de penser quand on innove, surtout quand on innove en technologie, c'est un problème. C'est un problème où on n'est pas en train justement d'écouter le client pour savoir qu'est-ce qu'il veut et on n'est pas en train de construire l'innovation autour de ce client-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon premier produit, c'était un produit de, comme on dit en anglais, de blind bidding. Fait que c'était de la médiation en ligne. Et je l'ai développé, ça m'a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que on a commencé à le vendre sur Internet. Les gens ne cherchent pas sur Google ce genre d'affaires-là, ne vont pas comprendre même qu'est-ce que c'est. C'était une bonne idée, ça fonctionnait, mais parce que je n'ai pas écouté le client, on n'en a pas vendu. Il a fallu tout mettre ça aux poubelles et puis recommencer à zéro. Ça coûte cher faire ça et c'est un problème et c'est malheureusement un problème que les avocats ont parce que dans notre pratique, on a l'impression que nous, on détient le savoir et on l'envoie en bas à nos clients. Donc, la première solution, c'est évidemment de mettre le client au centre des décisions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, si tu veux lancer un produit, ben, tu fais des sondages, tu parles au client, tu fais un plan d'affaires. C'est surprenant. J'ai donné une conférence, il était une centaine dans la salle. J'ai demandé aux avocats, c'est qui ici qui a déjà fait un plan d'affaires pour sa pratique? Il y a une main qui s'est levée. Là, je ne parle pas peut-être des cabinets qui ont 400-500 personnes dedans, mais c'est incroyable. Une main qui s'est levée sur toutes les gens qui étaient dans la salle. Donc, on est encore, pour beaucoup de gens, on est encore structuré, puis on planifie notre pratique, puis on planifie notre business comme on le faisait dans le temps où on s'ouvre un bureau de coin de rue, on se dit, les gens vont venir, je vais aller dans des 4 à 7, je vais parler à des gens, les gens ils vont me connaître, puis une fois que les gens vont me connaître, je vais avoir une clientèle, puis je vais faire de l'argent. Malheureusement, au niveau, on le sait tous, là, avec le web, le monde change, les habitudes des clients changent, et si on ne s'adapte pas, on ne sera pas capable de desservir ces clients-là. Un deuxième problème qui est commun et qui, vous le savez, ça a été discuté, c'est le modèle d'affaires. Nous, chez OnReg, il a fallu se bâtir, se structurer comme une compagnie parce que si tu vas voir tout ce qui est start-up, tout ce qui est l'argent de venture cap, tout ce qui est l'argent pour développer de la technologie, en gros, ça prend beaucoup d'argent et le gouvernement ne va pas te donner cet argent-là ou il va t'en donner une toute petite partie. Si tu veux te financer, personne ne va financer un cabinet d'avocats. Les venture cap ne vont pas financer un bureau d'avocats. Donc, il a fallu se structurer comme compagnie. Et en ce moment, la juridiction, comment elle est faite, c'est difficile en tant que compagnie, pouvoir développer des technologies qui offrent des services juridiques. Écoutez, on a trouvé des solutions à ça, mais le modèle d'affaires de partnership n'est pas un modèle d'affaires qui encourage l'investissement à long terme dans de la technologie. Si vous êtes un partner dans un bureau, pourquoi est-ce que vous metteriez un 300 000, 400 000 à investir pour un système technologique quand vous allez quitter peut-être dans 2 ans? Ce n'est pas un modèle qui est fait pour ça. Donc, le modèle d'affaires également, quand on charge à l'heure, c'est sûr que
puis là, j'apprends rien à personne, on fait plus d'argent plus qu'on vendeur. Donc, nécessairement, je ne dis pas que les avocats font exprès pour étirer le temps, mais ce n'est pas un modèle où tu as des incitatifs pour aller plus vite nécessairement. C'est sûr que l'incitatif, c'est que ton client va être plus content, mais comparé à d'autres entreprises où tu as du data, tu as des KPIs, c'est-à-dire des chiffres que tu suis et ton but, c'est d'optimiser chaque partie du processus. Quand on est un avocat, habituellement, ce n'est pas ça qu'on fait. On n'est pas en train de serrer chaque boulon dans la chaîne de montage pour essayer d'aller plus vite, pour essayer d'être plus efficace et que ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est un problème. C'est un problème auquel on peut trouver plusieurs solutions. C'est sûr que chez nous, on règle, l'exemple, c'est on a automatisé toute la paperasse. On a des avocats à l'interne, on a des avocats à l'externe. Mais ça fait en sorte que nos avocats, ils ne vont pas jouer dans le papier. Nous, on sait à chaque étape de ce qu'ils sont en train de faire, combien ils sont capables de faire de dossiers, combien ça leur prend de temps. Et nous, l'objectif, c'est d'optimiser tout ça. Donc, pour vous donner un exemple, on a réussi à faire plus de 3000 médiations. On a fait des 500 divorces. Ça, c'est dans la dernière, un petit peu plus que la dernière année. Et puis, on est capable de faire tout ça parce qu'on automatise et on utilise l'avocat uniquement quand il est stratégique. Fait que ça revient moins cher pour les clients. Ça revient, nous, on est capable d'en faire beaucoup plus. Puis nous, on est constamment en train d'améliorer chaque partie du travail de l'avocat, chaque partie où la technologie intervient également. Troisième problème auquel je peux vous parler, c'est dans la nature du travail de l'avocat depuis des centaines, c'est pas des centaines d'années. L'avocat, c'est un artiste. C'est un artiste où qu'est-ce qui vaut cet avocat-là, c'est son nom. La preuve de ça, c'est que 95% des sites web des avocats, ça va être, ou des cabinets d'avocats, ça va être la photo de l'avocat avec son courriel en dessous. Je veux dire, il n'y a rien d'automatisé, c'est uniquement faire la promotion du nom, comme si c'était un artiste. Un artiste, un artisan, c'est un peu comme si vous aviez j'ai juste le mot en anglais, un tailor, quelqu'un qui fait des habits. Je veux dire, cette personne-là, si elle fait des habits à la main, l'habit va vous coûter 3 000 à 4 000 si vous voulez être capable de vendre des habits à 300 par exemple, chez Simons ou peu importe, il faut être capable d'automatiser. Et puis, malheureusement, c'est beaucoup moins romantique, mais on s'en va vers une place où les avocats, il y a certains avocats qui vont devenir beaucoup plus des techniciens pour optimiser la machine, pour intervenir vraiment spécifiquement dans le processus. Donc, c'est une façon la solution à ça, malheureusement, enlève un certain romantisme pour les avocats, mais c'est de passer d'un modèle d'artisanat à un modèle industriel. Et on est une des dernières industries à faire ça, mais chez nous, on est en train de le faire chez On Règle. Et nos avocats ne sont pas malheureux pour autant. Et on est capable d'aider beaucoup plus de monde avec beaucoup moins de ressources. Donc, l'opportunité, là, c'est ce qu'on a en ce moment, là, c'est que c'est 80, ça c'est des données, je travaillais au Barreau du Québec, j'étais responsable de ces données-là. C'est autour de ça. Il y avait certaines études qui parlaient de 75-77 %. Bref, il y a très peu de données d'ailleurs dans les tribunaux. Là, on a plus de données sur les stocks de poissons à l'est de Terre-Neuve qu'on a des données sur les tribunaux. Ça, c'était la vérificatrice générale qui avait dit ça dans un rapport il y a 5-6 ans. Là. Écoutez, donc, l'opportunité, elle est énorme. C'est la quasi-totalité des gens qui n'utilisent pas d'avocat ou se défendent seuls ou laissent faire pour leur litige. Donc, pour le monde juridique, c'est une opportunité qui est énorme. Ça peut représenter jusqu'à 35 millions de conflits par année. Chez On Règle,
avec la petite équipe qu'on a dans l'année, je l'ai mentionné, là, dans la dernière année et demie, c'est sûr qu'on a plein d'avocats. On a un partenariat avec le Barreau canadien, Division Québec, qui nous fournissent un réseau d'avocats. Donc, n'importe quel avocat au Québec, en Ontario, peut venir se plugger sur la plateforme pour desservir les clients pour la petite place où ils ont besoin des services. Mais tu sais, avec cette petite équipe-là, on a réussi à faire plus que 3000 médiations. Je pense qu'on est rendu à 1000 quelques divorces. On est au-dessus de 5000 mises en demeure. Donc, on a été capable de desservir énormément de gens avec peu de ressources. Donc, c'est une opportunité aussi financière d'aller chercher un marché qui n'a pas été desservi. Et c'est le marché qui est le plus lucratif. En fait, le marché actuel qui est desservi, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des entreprises ou c'est des gens qui ont accès à de l'aide qui est gratuite ou à peu de frais. Donc, il y a une énorme opportunité pour tout le monde dans ce qui se passe en ce moment avec l'innovation. Et donc, j'en profite pour en parler parce qu'on parlait d'innovation en français, puis je voulais le mentionner en début de présentation, mais c'est évident, là, je veux faire le lien pour qu'il soit bien compris. En Ontario, par exemple, le problème des francophones et de l'accès à la justice, c'est qu'ils sont éparpillés partout dans la province et ils sentent que si ils ne peuvent pas demander en français, ils ne savent pas c'est où en français, ils pensent qu'ils vont être jugés s'ils demandent des services en français. Évidemment, une plateforme, là je donne l'exemple d'OnRègle, mais évidemment, OnRègle règle ce problème-là parce que, je veux dire, la géographie, le fait d'être isolé n'a plus aucune importance. Donc, puis, on a lancé sous le nom Legalhood, justement, en Ontario, et on va lancer certainement en français en Ontario également sous le nom de OnRègle. Je vous invite d'ailleurs à me contacter. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes du public là, qui peuvent être intéressés avec ça. Donc, je vous invite à nous contacter. Mais le danger dans tout ça, c'est que ce n'est pas nous qui innovons, ça va être des gens de l'extérieur. Puis quand je dis nous, je veux dire les gens au Canada et je dis nous, les gens en droit. Donc, les plateformes aux États-Unis et ailleurs sont en train de se développer. On ne pourra pas y échapper. Là. Je veux dire, il y en a partout et ça s'en vient. Donc, est-ce qu'on va développer les plateformes ici ou on va embarquer sur des plateformes américaines? Sinon, aussi, ce qui se passe énormément dans ce milieu-là, comme le dit Noël, il y a très peu de juristes qui sont formés pour gérer de la technologie ou développer de la technologie. Bien, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont développées par des ingénieurs ou par des gens qui ne connaissent pas le droit et c'est un problème pour la qualité de la justice, c'est un problème pour le contrôle aussi de qu'est-ce qui arrive. Et c'est aussi un marché qui échappe à nos professionnels. On peut supposer que dans un monde parfait, les gens qui vont développer la profession du droit, ce seraient des gens qui sont formés en droit. Donc, ça paraît évident, mais ce n'est pas ça nécessairement qui est en train de se passer. Donc, il y a plusieurs opportunités. J'ai parlé du barreau canadien où on a un partenariat avec nous. On a un partenariat avec Protégez-vous au Québec. On a un partenariat avec la Chambre de commerce de Montréal. Je veux dire, comment faire là, pour y arriver? Là, je pense que l'État doit développer les tribunaux pour qu'on soit capable de se plugger dedans. Donc, la colonne vertébrale, oui, l'État doit le développer, mais le privé, une fois que c'est développé, nous autres, on est capable de bâtir des applications là-dessus qui sont fortes. Puis, c'est surtout ça qui manque pour nous. Si la structure était là, on pourrait faire des miracles. Je pense que c'est ça l'opportunité, c'est ça là-dessus qu'il faut se concentrer pour le public, c'est de s'assurer que la colonne vertébrale est là. Nous, on va être capable de bâtir les solutions. Et puis, je pense que quand on n'est pas spécialisé dans développer de la technologie, il faut s'allier avec des gens qui savent le faire parce que sinon, il y a énormément d'argent qui pourrait se perdre. Donc, je vous invite à me contacter si vous avez des idées. Je vous invite maintenant à nous poser des questions.
Merci beaucoup, Mendesi et Mme Clorivo. Donc, dans le fond, on n'a plus vraiment beaucoup de temps pour des questions. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est peut-être n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, enfin dans la boîte de discussion. Donc, pour la suite, on a parlé d'innovation et tout ça. Puis, justement, c'est des questions lorsqu'on parle de former les juristes, de leur faire développer ses compétences. Justement, c'est ce qu'on fait au PPD.